Yat c'est le bain, ayom dit toi ligme ou que les mains c'est le bain, ou beta kwe, ou beta mais c'est le bain, ou siganke, ou sigame c'est le bain, mais comme guanzam yo c'est le bain, mais comme ma soa boka yoma yat c'est le bain, ayom dit toi ligme ou que les mains c'est le bain, ou beta kwe, ou beta mais c'est le bain, ou siganke. Usiga me c'est le bain, mais comme la dent de Lumumba, régicide contre la colonie. Avant toute tentative d'hypocrisie, que ce soit clair, parlant de réparation. N'oubliez jamais que chaque crime contre l'humanité est complètement irréparable. À Lumumba pour le Congo libre. Mais comment... Chers colonisateurs, Petit Philippe de Paola Rufodi Calabria, président et roi torpilleur de la beauté noire, ce mercredi 8 juin 2022 au Palais du Peuple de Kinshasa, j'aurais apprécié que de votre bouche vous eussiez baissé d'un ton lorsque vous vous adressez à nous, fils et filles originels du continent premier. Ce matin, 7 juin, à l'aéroport de Ndili, moi, président du Congo, j'aurais profité de votre venue officielle chez nous pour vous faire arrêter devant un peuple dressé contre votre haute calamité. Sans tapis rouge, ni hymne, ni cérémonial diplomatique, ni bouquet de fleurs éclatés. Je vous aurais sorti pieds nus du Pullman Hotel, de votre sacré carrosse en cuir poilu de Lumumbashi. Je vous aurais lu la charte sanglante de votre arrestation. En souvenir de vos actes ignobles, j'aurais publiquement organisé votre procès colonial. Je vous aurais menotté 54 fois avec votre masse de papier discours. Je vous aurais déshabillé, vous aurez battu de façon chirurgicale jusqu'au sommet du nombril historique. Je vous aurais soumis au haineux langage, à la douleur de votre crime colonial. Sans avocat, défenseur, je vous aurais rapidement conduit au saint tabernacle de l'Afrique antique. Je vous aurais longuement déchaussé les fesses
avant de vous présenter aux enfants seuls du Kivu. Moi, président du Sahara kilométrique, j'aurais jailli du cimetière têtu pour exploser les entrailles de Bruxelles. Torse nu, corps scarifié de vos hématomes. Je vous aurais mis les testicules en forme de feu fou. Je vous aurais inséré des chaînes de fer crochues à la nuque vertébrale. J'aurais craché 4 siècles de colère dans la gorge de votre gouvernement. Et je vous aurais saigné l'abdomen devant le tribunal céleste de la dignité humaine. Au jour de l'an devant les Nations Unies, j'aurais brûlé le couillon cadavre du 2e Léopold. J'aurais tué les mandataires officiels et les mercenaires officiers de vos armées. J'aurais appelé nos 10 millions de morts à témoigner contre vous devant la barre. Je vous aurais rudement forcé à regarder les orphelins du Congo droit dans les yeux. Droit dans les yeux de ceux dont l'existence fut substantiellement abrogée. Moi, Parole Kikongo, guérisseur attitré des forêts équatoriales, j'aurais pillé tous les musées belges pour exhumer nos âmes kakangou. Je vous aurais transporté dans la géhenne sadique du passé crucial. Vous aurez laissé sans nuits entières, sans eau, sans peau, sans ossements. Je vous aurais suspendu à des câbles infernaux, déchirant l'épiderme jusqu'à la faille du cœur. Pour que vous écoutiez enfin le cri noir de la pénitence des gens d'ici. Pour que vous sachiez enfin toute la vérité des dégâts de sang gâchés dans le ventre de vos archives. Pour que vous touchiez enfin le tuant salé d'un estomac éclaté. Pour que vous humiez enfin la puanteur des corps coupés. Pour que vous sentiez enfin une lame de machette ensevelir votre peau dépiécée. Cher Philippe, de Paola Rufodi Calabria, je vous aurais sacrement giflé 1000 fois sur 1000 mois sans répit. Vous aurez fait avaler l'amertume sidérale du napalm aspergé dans les yeux d'un enfant brûlé vif. Moi, femme du Congo, je vous aurais fait relire les grands accords de paix de Pretoria. Je vous aurais rappelé l'immense Congo fendu de fond en comble par votre mainmise. Vous aurez compté le Congo vendu au supermarché mondial, le Congo caoutchouc acheté par vos pères cinglés. Je vous aurais cogné. Vous aurez photographié nu dans une cage en fer forgé du Kasaï. Je ne vous aurais pas permis un seul instant d'approcher les restes de Lumumba et j'aurais répudié tous les vaines excuses hypocrites de vos discours épineux. À coups de Lingala, de Mundi, de Mungu, de Diakomba et de Zambi, je vous aurais déclaré une haute guerre de restauration sans fine bouche. J'aurais aisément shooté vos avions de luxe au départ de vos villes blanches avant que la schizophrénie ne foule à nouveau notre sépulture de Kinshasa. Je vous aurais rasé le crâne, bandé les yeux, brisé les rotules, arraché cette dent de mâchoire, aurait mis vos têtes à vivre pris chez un sniper aguerri pour nous redonner vie. Aux enfants orphelins de 1961, j'aurais interdit l'exil en terre de Belgique. Je vous aurais rappelé ce lundi mesquin que l'on peut restituer une relique, mais jamais une vie sauvagement déracinée à fleur de peau. Moi, président des identités noires. À Lumumba pour le Congo libre. Merci. Merci Samy. Alors juste pour le texte peut paraître cruel comme ça à première vue,
Mais il faut aussi rappeler que ce texte, en fait, vient d'un événement encore plus cruel que toute la et tout aussi cruel, voire enfin beaucoup moins, mais que toute la cruauté coloniale belge qui a eu lieu pendant plus d'un siècle. C'est en 2022, le roi Philippe vient à Kinshasa pour notamment restituer la dent de Lumumba. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, on est quand même dans la matrice coloniale en Belgique, là où s'est construite une partie des sciences coloniales et là où se sont aussi établis plein d'accords coloniaux, mais c'est aussi depuis ici que certaines indépendances, dont l'indépendance du Congo, ont été empêchées en assassinant en 61 Lumumba après avoir déclaré l'indépendance nationale du Congo. Et au moment où on voit que c'est un leader indépendantiste sérieux, la Belgique, avec l'aide des États-Unis et en fait de l'ONU, là en ce moment il y a un film qui est joué au cinéma qui le raconte assez bien, Soundtracks for Lumumba. On envoie en gros les mercenaires belges assassiner Lumumba et ses ministres. Ils vont être tellement tapés dans l'avion que l'avion va devoir s'arrêter. Et avant qu'ils ne mettent son corps dans l'acide pour le faire disparaître, en bons Belges coloniaux, en bons chasseurs coloniaux, Gérard Seut, donc un des mercenaires belges, qui était aussi à ce moment-là chef de la police de l'inspection générale du Congo. Tout cela est très bien expliqué et mis en contexte et aussi en tension avec la situation actuelle par Véronique Kletgekouba et David Jamar qui signent la préface du livre. Ils arrachent les dents de Lumumba, 2 dents, 2 canines de Lumumba et ils lui amputent de ses doigts. Et en fait, cette histoire, elle est mise de côté, et l'assassinat de Lumumba. Mais sauf qu'en 98-99, dans un journal flamand, Gérard Seut se vante d'avoir arraché les dents de Lumumba avant de l'avoir plongé dans l'acide. Il faut s'imaginer un peu la violence sur les corps noirs, les corps colonisés, à ce moment-là, pour se vanter en 99 encore d'avoir extrait comme un trophée de chasse les dents du leader indépendantiste congolais, Lumumba. Et il s'en vante, mais en même temps, il dit, finalement, je les ai jetés dans la mer. En fait, voilà. Et Hugo Claus, qui est un poète flamand, belge, très connu, qui connaissait un peu toutes les magouilles, c'est aussi un espèce de gangster, comme ça, qui était un peu dans toutes les affaires, écrit un poème qui s'appelle Les dents de Lumumba, en flamand, qui paraîtra dans le Standard en 99, et qui en substance dit « Mais pourquoi est-ce que ce con de mercenaire aurait jeté les dents de Lumumba ?» Et en fait, là commence un début d'enquête, et on découvre, Gérard Seut est mort, et on découvre qu'en fait, sa fille a encore une dent. On est en 2000. Il faudra 22 ans avant que la Belgique accepte de restituer ce qui reste du corps de Lumumba à sa famille, une dent. Et en fait, cette histoire, Samy Mwanga, tu ne la connaissais pas, toi non plus. Parce que nous, on ne la connaissait pas. Toi, tu ne la connaissais pas non plus, je crois. Et c'est là qu'on t'a vu dans les journaux. Toi, tu viens du Cameroun. Tu étais déjà à Lausanne à ce moment-là. Tu habites à Lausanne actuellement, en 2022. Tu vois cette histoire, et c'est de là que parle le texte. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce moment ? Mais en fait, je pense qu'à chaque fois qu'on est à cette histoire de la colonisation, des atrocités de la colonisation, souvent, on est face à des faits qui sont tellement monstrueux que là, on s'est dit, bon, là, on a touché le fond. Mais ce qui est quand même sidérant dans cette histoire de la colonisation, c'est qu'à chaque fois, on n'a pas touché le fond. Là, même quand tu dis, bon, là, les gars, ils avaient... Non, là, c'était un autre délire. Il y a toujours un autre truc, tu dis, non, c'est pas fini. Et cette histoire est vraiment est triste, quoi. Moi, je ne la connaissais pas, cette histoire de la dent de Lumumba. Je suis à mon atelier un après-midi à Lausanne, 2022, donc je suis en train de travailler, et un ami m'envoie un lien
que j'ouvre et tout, je regarde et puis je vois que c'est une cérémonie qui se passe à Kinshasa. Il y a les tapis rouges, il y a des gens qui jouent des tambours, il y a des grands discours, tout le monde est content. Ben, je lis l'article, je découvre que c'est le roi belge avec sa chérie, bien sûr, qui sont à Kinshasa pour la restitution d'une dent. Là, je dis, mais une dent, je ne comprends pas, une dent d'éléphant, une dent de quoi? Et ben, je découvre cette histoire que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que après tout ce qui s'est passé au Congo, après ce que j'appelle, et je crois que les gens sérieux peuvent le confirmer, ce que j'appelle un génocide qui a eu lieu au Congo, après toutes ces atrocités, qu'en plein 2022, on me parle d'une dent qui aurait été gardée chez quelqu'un pendant toutes ces années, où on nous parle des discours de réparation, où on essaie de nous emmener par force dans la démarche de non, c'est passé, c'est bon, on peut oublier l'histoire, on va arranger tout ça. On a une responsabilité évidemment morale. Comment ça se fait qu'en plein 2022, on nous ramène une dent? Et quand on nous ramène même une dent, on nous la ramène en pleine journée. On fait une fête, une fois encore, à la gloire des mêmes personnes ou du système qui a contribué à assassiner cette personne. Je croyais que j'étais dans un film de Hollywood. Pour moi, non, ça ne peut pas se passer ici. Les gens ne peuvent pas avoir une mémoire de l'oubli aussi vaste. C'est impossible. Et non, j'avais tout faux, c'était effectivement possible. Il y a eu toute une mise en scène. L'Adam de Lumumba qui a été assassiné, c'est une histoire que vous connaissez, je ne vais pas vous l'expliquer, avec l'appui, avec la participation des Occidentaux et donc de la Belgique proprement dite. Ben, elle nous ramène une dent en nous parlant des discours de réparation, en nous demandant de coopérer. Évidemment, les multinationales belges peuvent toujours se servir au Congo sans qu'on réinterroge ce passé douloureux qui n'est pas passé. Ça fait 60 ans, c'est incroyable. On n'est pas là en train de se dire, ouais, c'est une histoire qui s'est déroulée c'était au XVIIe siècle. Il y a des gens qui sont encore vivants. Et le plus énervant que je découvre dans cette histoire, c'est justement cet imbécile de Gérard Souette. Je me dis, mais le type, il est vivant. Et il raconte ça, et ça ne fait rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un véritable soulèvement, une enquête même. C'est une façon finalement d'accepter la responsabilité du belge dans cette histoire. Gérard Souette, il le dit lui-même, c'est officiel. Il n'y a plus besoin de tourner, de faire un tour de peau. Un type se vante d'avoir assassiné quelqu'un, de l'avoir brûlé, d'avoir arraché ses dents, d'avoir fait une mise en scène, de les avoir jetées et que les dents aient réapparu chez sa fille, franchement, quoi. De quel type de justice on parle? Et on nous fait une mise en scène avec, voilà, le président congolais et tous ses amis, on fait taper des tam-tams, on décore encore un autre imbécile, excusez-moi, cette fois c'est un Congolais qui a servi dans les années 40 dans l'armée publique, qui était l'armée criminelle, une armée criminelle belge. Et donc, le type, il a été enrôlé, voilà, comme ça, dans cette armée, il a travaillé à la solde belge, et en 2022, on lui donne encore une médaille. Bref, voilà. Il faut savoir qu'en Belgique, il y a encore de temps en temps des scandales, mais qui sont pas, qui passent quasiment sous les radars. C'est qu'il y a encore des ventes d'ossements dans les ventes aux enchères. Dans les ventes aux enchères en Belgique, il y a encore des ventes d'eau qui viennent de l'époque coloniale. Donc c'est des pratiques. Et alors ça, c'est ce qui est très intéressant avec ton texte, c'est qu'en fait, plutôt que de t'adresser directement à Léopold II et disons à ceux qui ont organisé le génocide colonial congolais de l'époque, tu t'adresses à Philippe, qui est le roi contemporain, et qui est celui qui, on pourrait dire, justement, fait un peu amende honorable, soi-disant, dans les discours, qui dit oui, mais bien sûr, il y a eu des exagérations, je crois que c'est le mot qu'il utilise, mais nous, les Belges, nous étions quand même très impliqués dans le Congo, tout ça. Tout ce discours-là, et en fait, justement, toi, ce que tu viens faire avec ton texte, c'est que tu viens briser cette possibilité aussi
pas de réparation, mais de prendre en compte cette espèce de bonhomie de Philippe qui viendrait, presque goguenard, dire « nous allons pouvoir continuer ensemble ». Et donc, est-ce que tu peux un peu... comment est-ce que tu as construit ce texte en vraiment t'adressant à Philippe directement, avec, il faut savoir, même on avait presque des craintes, parce qu'on se disait, j'ai été voir un avocat pour voir si c'était possible, tout ça. On s'est même dit qu'on l'enverra le manuscrit s'il peut faire la préface. Bon, je dis ça. C'est vrai qu'on s'est posé la question. Mais non, alors, je me suis dit, en fait, il faut actualiser à un moment donné les problèmes de notre société quand ils sont encore réels. L'histoire de la colonisation, de tous les drames de la colonisation, souvent dans le discours occidental, des politiques occidentales, en fait, il est passéiste. Des fois, on nous taxe même souvent de pleurnichards, mais non, ça fait 50 ans, mais c'est pas possible, c'est passé, la colonisation est finie, là où proprement la colonisation ne fait que commencer sous d'autres formes. Donc, moi, en m'adressant, je me suis dit, je ne vais pas, parce que voilà, ça me remet aussi en question la question des figures qui ont contribué à l'esclavage, à la colonisation dans l'espace public. On a vu des vagues comme ça aujourd'hui. Mais je voulais sortir de ce passéisme pour actualiser cette histoire dans le présent. Monsieur Philippe, c'est pas juste un nom, c'est un descendant génétique de la famille. C'est pas juste un type qui est arrivé là. Donc, il a une part de responsabilité, non pas lui-même en tant que personne pour avoir été au Congo. Bien sûr, il n'y était pas, mais il a une responsabilité de sang. Et cette responsabilité de sang, on doit pouvoir la lui rappeler. Et l'idée du texte que je me suis dit, il doit être bourré des diplômes, mais je crois qu'il n'a pas beaucoup de connaissances sur l'histoire. Je crois qu'il ne comprend pas ce que c'est que le Congo. Je crois qu'il ne comprend pas ce que ses parents ont fait au Congo, ses aïeux ont fait au Congo. Je crois qu'il ne comprend pas la douleur congolaise. Je crois qu'il ne comprend pas tout ça. Je me dis, comment il faut expliquer à ces gens qu'il y a eu un génocide, qu'il y a eu une guerre au Congo, qu'il y a eu 10 millions, et ça, ce sont les chiffres on va dire, encore gentils. Il y a des experts qui disent que c'est beaucoup plus. On parle de 10 millions de personnes tuées durant le règne belge au Congo. Comment ça peut être aussi traité à la pincette, qu'on soit encore là à réclamer pseudo-place pour Lumumba à Bruxelles, alors que tu as des villes au Congo qui portaient le Stanleyville, Elisabethville. C'est un truc de fou. Donc je me suis dit... moi, je ne suis pas politicien, politologue, je ne suis pas un intellectuel, je suis poète, je suis cultivateur, je suis villageois, donc je vais lui parler comme au village. Je vais lui expliquer ce qu'il ne comprend pas. Et donc, dans ce texte, le régicide, ici, c'est ça, ce que je prends le petit Philippe par la main, je dis, on va faire un cours d'histoire. Viens, on va revisiter tout ça ensemble. Dans son corps. Ouais, dans son corps. Peut-être qu'à partir de là, tu vas réaliser ce que c'est que la douleur congolaise, ce que c'est que le travail de Léopoldo au Congo, ce que c'est que les mains coupées, le caoutchouc, les éléphants assassinés, tout ça. J'ai l'impression que voilà, l'administration européenne et belge, c'est toujours une fiction. Alors, ils essaient toujours de faire passer ça pour voilà, un discours. Non, de toute façon, c'est passé, ça peut s'arranger très vite. Est-ce qu'on peut re-signer des accords pour exploiter tel truc? Et moi, je suis fatigué d'entendre ça. Je me souviens que quand il y a eu Black Lives Matter en Belgique, à Bruxelles, en 2020, un moment juste après toutes les manifestations rue Place Poulart, il y a eu des débuts d'émeutes et c'est un des trucs que la police belge a le plus protégé, mais de manière caricaturale, c'était les statues de Léopold. Il y a encore des photos où il y a des jeunes qui sont sur les statues avec des drapeaux et tout ça. Et en fait, on voit encore ces photos et ces vidéos de toute la police belge armée qui vient défendre des statues. Et je me souviens, et en fait, moi, quand tu m'avais envoyé ton texte, ça m'a directement fait écho un peu à « on n'y arrive toujours pas ». Et donc là, on va y arriver. Mais alors aussi, ce qui est intéressant, c'est que justement, tu ne décides pas d'aller dans le discours réparateur, dans le discours un peu, comme tu dis, tu n'es pas un intellectuel, dans le sens où on ne va pas commencer à débattre ce qui s'est passé. Et toi, tu es poète, voire éco-poète.
Tu te définis comme éco-poète, tu as écrit avant dans le Lumumba chocolaté, qui revient aussi sur l'exploitation du caoutchouc. Tu as fait du rap aussi, tu m'as dit. Tu étais rappeur à Yaoundé à une époque. Pourquoi finalement passer par ce qu'on pourrait appeler un manifeste poétique ou en tout cas une pensée qui irait sur autre chose que justement d'aller lui expliquer l'histoire avec des dates Mais d'abord parce qu'on n'a plus le temps, ça fait longtemps que ça dure, je pense qu'il faut proposer d'autres démarches. Mais en réalité, le texte, il peut être comme ça, c'est peut-être parce qu'on veut entamer des démarches on va dire, vraiment de respect dans cette idée de reconstruire quelque chose qui a été brisé. Et visiblement, la manière dont ça se passe, c'est extrêmement irrespectueux. On ne peut pas discuter avec des gens qui nous ramènent une dent comme ça, qu'ils ont gardée simplement, et puis qui font des photos en beau jour avec des tapis rouges. Ce n'est pas sérieux. C'est encore une fois prendre notre histoire à la légère, alors qu'on parle d'un pays complètement laminé. Donc moi, je ne voulais pas rentrer dans... Voilà, j'ai dit, je ne suis pas un avocat, je voulais raconter cette histoire de manière poétique et de manière terre à terre. Et ce que je dis souvent, moi j'aime bien, alors j'ai fait du rap, justement j'ai quitté le rap pour la raison qu'il y a un moment où j'avais l'impression que j'étais cloisonné dans un seul type de discours. Vous savez, le rap, il y a 10 ans, même encore maintenant, on écrivait tout le temps les mêmes textes contre la police, contre le gouvernement, contre les bagarres de quartier. Et il se trouve que moi je viens du village, il y a un moment j'avais envie de parler d'autre chose. Et j'ai commencé à écrire des textes qui racontent des histoires sur la montagne, des textes sur les escargots, pour les rapper avec mes amis, et ils m'ont viré. Donc, en tout cas, ça m'a fait du bien parce que après j'ai découvert ce que je ne savais pas ce que c'était la poésie. C'est comme ça que je me suis dit, ah ouais, c'est quelqu'un qui me dit en fait que tu fais de la poésie. J'ai dit, ah bah alors d'accord, je fais de la poésie. Donc, et puis j'ai commencé à... Parce que je trouve que la poésie a quelque chose de fondamental dans la mesure où elle dépasse les dimensions. Ce que vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un avec le 2 plus 2, ça fait 4. Souvent avec la poésie, il y a un niveau émotionnel, un niveau, on va dire, de surnaturalité même, j'ai envie de dire, qui fait que la personne peut prendre conscience par elle-même, comprendre quelque chose par elle-même. C'est pour ça que j'écris en convoquant beaucoup la poésie. Mais en plus de ça, moi je m'inscris aussi dans une démarche que j'appelle la littérature du réel. Pour la simple raison que, oui, la fiction, tout le reste est bien, tous les domaines imaginaires sont magnifiques, ça permet à notre condition humaine de réfléchir, de travailler, de créer. Mais moi, c'est pour ça que je suis aussi militant pour la cause écologique. Je me suis dit, il faut aujourd'hui qu'il y ait des démarches qui peuvent expliquer notre réel, parce qu'il est en rapport direct avec notre façon de vivre, notamment la question de l'écologie. Elle ne peut pas rester dans la fiction, parce que ce n'est plus de la fiction. Aujourd'hui, on a effectivement un problème climatique, environnemental, et ces questions-là, j'ai pensé qu'il faut les traiter de manière dans la littérature du réel, quoi, de manière palpable. C'est pour ça que j'ai fait Chocolaté. Chocolaté, j'ai raconté l'histoire, l'exploitation entre la production du cacao et du chocolat depuis des siècles, parce que ce que les gens ne savaient pas aussi, c'est que le cacao est un produit colonial. Il est venu avec la colonisation en Afrique. À l'origine, le cacao n'est pas un produit qui vient d'Afrique. Et pourtant, aujourd'hui, l'Afrique produit 80% du cacao mondial. Et ça, on ne comprend pas très bien. Et moi, j'ai grandi dans ce village-là où j'ai aussi travaillé dans les plantations de cacao. Et j'ai découvert le chocolat quand j'avais 17 ans à Yaoundé. C'était magnifique. Mais je me suis dit que c'était pas normal aussi, parce que je trouve que ça fait tard. Aujourd'hui, je vois, il y a les enfants ici en Occident, ils commencent avec le chocolat dans le ventre de leur mère. C'est vraiment, et c'est dans l'alimentation de tout le monde, c'est très présent. Mais nous, au village, le chocolat n'a jamais été un aliment qu'on consomme. Il n'arrivait pas là-bas. Tout ce qu'on faisait, c'est de travailler les fèves et les envoyer en ville pour les gens de la ville,
pour fabriquer ce chocolat que nous, on avait jamais goûté. Et donc, quand j'ai fait des recherches entre mon histoire et mon enfance, et plus tard, j'ai découvert le système économique capitaliste du chocolat qui émane du travail des gens, des producteurs en Afrique. Je me suis dit, encore une fois, on va leur raconter ça dans un livre. J'ai encore plein de questions, mais il reste 20 minutes. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle aussi, ou des impressions. En tout cas, j'aimerais aussi juste dire que donc, il y a toute une préface de Véronique Gatkuba et David Jamar. Et on a fait ce travail éditorial notamment avec Peggy Pierrot qui est dans la salle. Mais c'est pas pour ça que Peggy tu dois dire quelque chose maintenant. Mais voilà. Est-ce qu'on entend bien dans le micro? Oui, pardon. Il y a le monsieur ici qui a une question. Merci beaucoup, Samy. Alors, le mépris pour notre histoire, ne sommes-nous pas les premiers responsables de ce mépris-là, justement? Est-ce qu'il y aurait autant de mépris si nous-mêmes, on avait pris au sérieux notre histoire, si nous-mêmes, dans les pratiques politiques de chez nous, on ne reproduisait pas les schémas coloniaux, justement? Merci. C'est en partie vrai. Et ça, je l'aborde aussi, notamment déjà même dans Chocolaté, où j'explique que je ne comprends pas, et bien sûr, il y a l'emprise capitaliste, coloniale, mais qu'on soit en 2023 et que l'Afrique produise 80% du cacao mondial et qu'elle soit sous-payée, qu'elle soit les derniers à qui on donne quelques francs, ce n'est pas normal. C'est aussi une responsabilité de la politique africaine. Et ça, on ne peut pas juste dire non, ce sont les autres, c'est toujours les autres. Et bien sûr, les autres sont responsables. Mais nous aussi, on a la responsabilité. Je raconte, d'ailleurs, j'illustre toujours ça avec une petite histoire. Si tu es dans ta maison, tu sors un matin, tu laisses la porte ouverte, tu reviens, tu trouves qu'il y a une chaise qui a disparu. Tu dis, bon, ça va, c'est pas grave, c'est une chaise. Tu repars le lendemain, tu laisses la porte ouverte, tu reviens, c'est le lit qui a disparu. Tu dis, peut-être c'est un porte qui me fait une blague, quoi. Tu repars le lendemain, après, il n'y a pas de mamie. Tu dis, bon, je sais pas, est-ce qu'il y a... En fait, ce qui va se passer raisonnablement, qu'est-ce qui va se passer à la fin si tu es raisonnable? Tu vas finir par fermer ta porte. Je pense que c'est la chose. Tu vas te dire, au final, je crois que c'est le fait que je laisse ma porte ouverte, c'est ça qui crée ce problème. Et c'est un peu le problème en Afrique. C'est pas juste le voleur, c'est pas juste la responsabilité de celui qui vient piquer, de celui qui vient asservir, mais c'est aussi celui qui n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'il a, qui n'est pas capable d'organiser ses matières premières, ses ressources, sa politique économique, environnementale. C'est pas l'autre qui va le faire. C'est justement ça aujourd'hui, d'où les concepts de l'aide au développement. On n'aide personne en politique. Tant qu'on on reste des éternels types de personnes qui sont dans l'assistanat, mais l'assistanat c'est très bien pour être pillé. Donc il n'y a pas, vous avez raison monsieur, et dans mon discours je le dis toujours, il n'y a jamais, il ne pourra pas avoir un seul responsable de ce qui se passe en Afrique. L'Afrique a aussi une responsabilité qu'elle doit prendre aujourd'hui, et c'est pour ça que voilà, il y a une nouvelle génération aujourd'hui. Nous on ne veut plus perdre du temps, on veut que ça s'arrange, on veut qu'on a des ennemis à l'intérieur de l'Afrique, ce que j'appelle l'impérialisme africain et l'impérialisme occidental. C'est les deux ennemis qu'on combat, monsieur, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a une autre question. Oui, je suis désolée de plomber l'ambiance, mais au fait, il y a beaucoup de fausseté. Vous m'entendez? Oui, voilà. Au fait, le roi, alors qu'on ne dise pas, oui, tu roules pour le roi, je vois déjà venir. Non. J'ai travaillé, il se trouve que je travaillais avec Baloufou, le responsable qui s'occupait de la restitution de la dent. Voilà, j'étais sa collaboratrice. Ça devait se faire le 21 juin 2021. Le roi, connaissant le président du Congo, parce que c'est un ancien, comme on dit, belgicain, il lui avait dit, bon, maintenant, puisque tu es au truc, je viendrai là. Ils ont dit, ok, on va le faire à l'occasion de la restitution. Et le 21 juin, franchement, c'était bien planifié. C'était moi qui m'occupais
surtout avec la police ici. On avait le Ezel qui était mis à disposition. On avait des gens comme Spike Lee qui voulaient venir, donc c'était un truc de dingue. Oui. Et Raoul Peck, vous voyez tous ces gens-là qui sont très lumumbistes. Moi, je suis pas, voilà, je suis une ancienne d'ici, donc je connaissais pas vraiment l'histoire, quoi. Nous sommes en plein Covid. On dit au roi d'annuler. Et la restitution devait se faire le 30, en faisant le tour via les villages de Lumumba. Je suis désolée, hein, je plombe un peu l'ambiance, mais quand vous dites que le roi est parti le 22, en 2022, il y est parti pour honorer sa promesse d'aller à Kinshasa. Il est parti sans dents. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous, notre truc était de... Oui, bah oui, je sais, je plombe l'ambiance, mais les faits vous le diront. En fait, on voit pas très bien ce que ça change. Non, ben, je ne comprends pas, au fait, quel est le... Enfin, je ne comprends pas... Enfin, c'est une énormité historique, au fait. Alors, on doit dire que c'est un livre poétique, parce que vous dites que vous vous basez sur des faits vrais, ok, mais c'est plus poétique que exact. Ils n'ont pas tué 10 millions de personnes? Pardon? La Belgique n'a pas tué 10 millions de personnes au Congo? Ah oui, mais attendez, on parle de la dent de Lumumba. Donc Ils moi, l'ont pas- si je suis Gérard- là, c'est par rapport à ça. Donc c'est pas pour démonter quoi que ce soit. Gérard Seut, il ne l'a pas arraché sur le corps tuméfié Non, tout de ça, Lumumba écoutez, avant de le plonger dans l'acide? Écoutez, tout ça, je ne conteste pas. Je ne conteste rien, au fait. Au fait, je voulais juste demander quel était... Enfin, pour moi, c'est un récit poétique. Vous voyez, donc quand il me dit qu'il se base sur les faits... Enfin, c'est juste ça. C'est juste ça ma question. En restituant un peu le rapport, quoi. On n'a pas été faire du tapis rouge avec une dent. Ça, c'est pas vrai. Je ne veux pas répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est même une question, je ne comprends pas. Lisez le livre, s'il vous plaît, madame. Oui, je lirai. Une autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, là, il y en a une. Bonsoir. Ah, pardon. Pardon. Désolée. Bonsoir. J'ai Ah, juste, pardon, t'as pas... ouais, ok. j'ai juste une question en nous délivrant l'histoire du passé. C'est quoi, du coup, votre message pour le futur? C'est assez simple, quoi. Je crois que pour mieux envisager le futur, il faut déjà analyser le passé pour mieux comprendre le présent et s'envisager le futur. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Et dans l'histoire de la colonisation, c'est pour ça qu'on a encore ces problèmes qui plombent nos États, qui plombent la condition humaine des gens, parce qu'on n'est pas passé, on n'a pas encore passé. Je disais tout à l'heure, ça fait 60 ans, c'est récent tout ça. C'est récent, je sais pas, et c'est pas de la fiction, on n'est pas là. On n'est pas dans la fiction. On parle d'une guerre, d'un génocide qui a tué des millions de gens dans un pays. Je ne suis pas en train de l'inventer. C'est une réalité. Et ces pays-là, à cause de ce drame, à cause de cette mainmise à la fois, de cette manipulation intérieure et la mainmise occidentale, ce pays est déchiré aujourd'hui. Le Congo va mal, il va très mal. Et il ne va pas mal simplement pour son histoire présente. Il va mal pour son passé déjà. Il ne s'est pas encore soigné, il ne s'est jamais soigné. La preuve, il n'y a que 2022 qu'on nous amène là-dedans. Donc Lumumba n'a jamais été enterré. Comment vous voulez qu'un pays comme ça puisse renaître de ses cendres et être un pays capable de se placer sur ses propres jambes pour diriger, amener son peuple vers la prospérité? Je ne comprends pas comment on conçoit ça. Moi, c'est extrêmement grave, madame. C'est pour ça que je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est extrêmement grave. Si vous prenez la parole pour parler sur la question de Lumumba, du Congo, de la dent, nous ne sommes pas dans la fiction. Il y a des gens ici qui ont des liens directs avec des personnes qui ont été tuées.
Il y a des gens qui sont là dans cette salle, ici à Bruxelles, ici en Belgique, qui sont les descendants directs des personnes qui ont subi des atrocités commises par l'armée belge en Afrique, au Congo. Et ça, on n'est pas en train de rigoler, madame. Nous sommes en train de parler de sérieux. Et quand j'écris ces livres, c'est un régicide, c'est bien plus qu'un régicide, c'est un rituel. C'est un rituel où on veut soigner, on veut renaître de ce qui a été fait. Et pour ça, il faut regarder ce qui a été commis, il faut regarder les blessures, il faut convoquer les responsables, pas en faisant la bouche, je sais pas, en faisant le malin. C'est en parlant franchement. Les discours de réparation, c'est pas des discours politiques. Il faut que les gens ils se regardent dans les yeux, qu'on arrive à se pardonner dans le cœur. Et ça, le respect est important et primordial. Gérard Souet, il est mort il y a quelque temps. Vous voulez me dire que depuis tout ce temps, on ne savait pas que Gérard Souet avait participé au génocide congolais? Il n'a jamais été inquiété. On dirait que l'État belge attend et a attendu que tous les responsables directs et indirects impliqués dans le massacre au Congo soient morts. 2 ans après que Gérard, le mec qui tenait la dent dans sa poche, dans sa maison, on a attendu qu'il meure. Il y a même un moment, il parlait de ça à la télé. Une fois qu'il est mort, et là on dit, bon, alors on va restituer la dent. Et nous, on fait la fête. C'est là le problème avec l'Afrique. Nous, un truc comme ça, et nous, on est là, ah ouais, c'est bon, merci, ramenez la dent, on sort les tam-tams, on est content, on fait la fête, on décore des gens dans quelque chose qui n'est pas soigné. La blessure est ouverte. On se moque encore de nous, une fois de plus, officiellement, en direct, devant la télé. Oui, si c'est déjà pas assez horrible comment on s'est oublié de toute l'histoire, j'ai peur qu'on passe à une vitesse supérieure du colonialisme maintenant. Si on voit le génocide à Gaza, si on voit la guerre actuelle pour le coltan au Congo, on n'en parle même pas, c'est encore des millions de morts. Et là, maintenant, on parle d'intelligence soi-disant artificielle, on parle de voitures vertes très propres, on parle de demandes énormes d'énergie. Donc c'est encore lithium, cuivre, cobalt, le coltan, tout ça, qu'on va extraire, qu'on veut extraire de le Congo, Zambie, d'autres pays. En fait, on risque, avec le prétexte de l'énergie verte, de passer à vraiment une vitesse encore supérieure d'exploitation des horreurs, en fait. Et voilà, mes questions, c'est peut-être une question difficile, mais comment on répond? Est-ce que peut-être on attaque à la source de tout ça? Ou est-ce que, voilà, je sais pas, on se sent un peu démoni, surtout avec les Gaza. Moi, je suis un peu presque... Ça me déprime, quoi. Depuis 1 an, on ne sait pas comment répondre à ces génocides. Il paraît que l'Europe n'a rien appris, rien du tout. Je ne cherche même pas à apprendre. Je ne crois même pas que l'Europe cherche à apprendre. C'est elle qui a créé ce cadre-là. Oui. Et donc c'est ça, je crois qu'il faut aussi sortir du... Comment les combat? C'est comment on va les combattre? Oui, et donc du coup, c'est combattre l'Europe aussi. En fait, si on veut combattre ce qui se passe à Gaza, c'est combattre ici. Oui. Et je crois que parfois, on a tendance à se dire, voilà, l'Europe est complice, ou l'Europe n'a pas appris de son histoire. Pardon. Voilà. Je crois que c'est un problème aussi de dire, voilà, l'Europe est complice, l'Europe n'a pas appris de son histoire. Elle a créé cette histoire, elle ne veut pas en sortir. Et ça, je crois qu'il faut vraiment rétablir une nouvelle manière de poser les choses. Et c'est très important parce que du coup, c'est de se dire, le combat, il a peut-être lieu ici, et contre nos États qui sont coloniaux. Et pardon, est-ce que je peux aussi juste peut-être réagir aux commentaires sur la dent? Parce qu'en fait, ça me perturbait cette question et je me disais, ah ben tiens, on va s'arrêter sur un fait historique, une date précise qui s'est passée. Et j'arrêtais pas de me dire, ah ben c'est marrant, c'est tellement cette épistémologie coloniale de l'histoire, de la manière de créer l'histoire, de poser un fait, que donc du coup, si la bonne date à 1 jour près, c'est pas bon, alors on disqualifie tout. Et c'est quelque chose qui est très présent, je trouve très dangereux. Donc justement, on parlait de la reproduction de la colonialité, ça je pense que c'est aussi une manière de la reproduire, et qu'en fait, c'est pas tellement de savoir
où et quand, à quel moment elle a été restituée. Enfin, moi, ce qui m'a importé dans votre livre et que je trouvais vraiment, vraiment très chouette, c'était qu'en fait, c'est un peu un prétexte pour livrer une nouvelle image de la colonisation et puis raconter depuis une parole située de là-bas, une parole dont on n'a jamais entendu justement ce qui s'est passé. Et du coup, je trouvais que c'était surtout ça qui était important dans le livre. C'est pas tellement la danse, c'est juste que du point de vue du Congo, comment il raconterait la colonisation, ça c'est quelque chose justement que l'épistémologie coloniale essaye d'empêcher. Et là, c'est remis à l'ordre du jour. Et pour une fois, moi, c'est vraiment ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que ce n'est pas dans le cadre institué de la colonisation. Et ça, c'est une vraie bouffée d'air frais. Je crois que c'est surtout ça qui est important dans ce livre-là. Et qui faisait vraiment beaucoup de bien, parce que du coup, on inverse aussi la charge de la violence. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Une dernière question. Ouais. Il y a Peggy là-bas. Alors, juste pour répondre quand même, en fait, effectivement, il y a 2 temps. Un temps, la restitution, et l'autre temps qui est le discours de Philippe à Kinshasa. Ça, c'est bien réexpliqué dans la préface du livre, en fait, la séquence et comment on arrive à la stupéfaction que ça provoque, qui est la chose qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la réitération sans fin d'une violence qui passe par, à un moment donné, je pense que c'est dans la préface que David Jamar dit, il faut le tuer jusque dans la mort, quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, c'est ça qui est important là. Mais effectivement, il y a 2 temps. Mais ces 2 temps qui sont également violents et qui font qu'effectivement, on peut les rassembler en un seul geste. Puisqu'en fait, Alexander De Croo restitue la dent, ici à Bruxelles, effectivement, et il y a le discours dans la foulée. Et qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même violence, en fait. Et puis, le même repentance, mais le même inanité, en fait, dans le discours, puisque les gestes puisqu'ils ne sont pas accompagnés de gestes réels vis-à-vis du rapport post-colonial, aujourd'hui, de la Belgique avec le Congo. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser, pour qu'on ne s'énerve pas inutilement. Voilà. If